Ça fait maintenant 1 an que je roule à l'éthanol après avoir installé un boîtier sur ma voiture et le but de cette vidéo c'est d'utiliser mon retour d'expérience pour vous donner un maximum d'informations sur le sujet. Au sommaire, les avantages et les inconvénients de l'E85 en débunkant 2-3 idées reçues au passage, présentation d'un kit éthanol haut de gamme, installation sur ma voiture, analyse sur 1 an d'utilisation et surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse, calcul de la rentabilité grâce aux mesures de consommation que j'ai fait à chaque plein avant et après le passage à l'éthanol. Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Si vous aimez économiser des sous sur la mobilité, alors vous connaissez sans doute les kits pour convertir votre vélo en vélo électrique. J'ai pu vous en présenter pas mal sur la chaîne du fabricant Yospower et on avait pu voir qu'à performance égale, ça revenait beaucoup moins cher de convertir un vélo neuf que d'acheter un VAE tout fait du commerce. Aujourd'hui, je vous présente leur nouveau kit de conversion, c'est un moteur roue avant de 28 pouces adapté pour les vélos les plus récents. Le point fort du kit, c'est sa superbe batterie porte-bagages de 13 Ah, idéale pour les cadres de vélo type femme où les batteries classiques ne passent pas. Il a aussi toutes les options pour un usage ville avec un phare avant et un phare arrière qui clignotent quand on freine. J'ai pu mesurer 55 km d'autonomie en assistance maximale contre 45 km annoncés par le fabricant. Donc ce kit vous baladera sur 150 km en assistance 1 ou 2 sans aucun souci. Évidemment, convertir son vélo en électrique, c'est légal si le kit suit la norme EN 15194, ce qui est le cas pour tous leurs kits en 250 watts. Je vous ai mis les liens en description et si vous êtes intéressé, vous avez le code Bricolage c'est cool pour bénéficier d'une réduction de 10 € sur tout le site. Merci à Yospower de sponsoriser cette vidéo et c'est parti pour l'éthanol. Avant de rentrer dans le vif du sujet, reprenons les bases. Quand on va à la station pour faire le plein de sa voiture essence, on retrouve plusieurs carburants. Du samplon 98 et 95 qui sont maintenant englobés sous l'appellation E5, du E10 et du E85. Tous ces carburants sont des mélanges d'essence et d'éthanol à différentes teneurs, l'éthanol étant tout simplement de l'alcool pur qui est produit à partir de la fermentation des végétaux, d'où l'appellation bioéthanol. Les carburants samplon 98 et 95 contiennent jusqu'à 5% d'éthanol, d'où la nouvelle appellation E5. Je dis bien jusqu'à 5% parce que le pourcentage il va varier en fonction des saisons et des stations par exemple. Ça peut être 2, ça peut être 3%, mais ça ne dépassera jamais les 5%. De la même manière pour l'E10, on a jusqu'à 10% d'éthanol, et pour le 85, jusqu'à 85%, félicitations. Du coup, quand on dit qu'on va faire un plein d'essence ou un plein d'éthanol, c'est un abus de langage parce que dans tous les cas, on pourra jamais avoir une teneur de 100% de ni l'un ni l'autre. Bref, c'est quoi les intérêts de l'E85 alors ? Eh bah avant tout c'est le prix. Même si les prix de tous les carburants à la pompe varient sur l'année et que l'E85 n'est plus au tarif hyper bas que l'on a pu connaître jusqu'à fin 2021, il reste aujourd'hui à quasiment 80 centimes au litre, moins cher que le 10. Un plein de 50 litres coûtera 90 € en E10 contre 51 € en E85, ce qui est pas déconnant du tout. L'autre intérêt c'est la pollution. Le fait de brûler de l'éthanol, ça rejette moins de monoxyde de carbone, moins de CO2 et moins de particules fines que brûler de l'essence. J'ai d'ailleurs trouvé une chier de papiers scientifiques qui le mettent en évidence, comme celui-ci, où ils mettent de l'E85 dans 17 voitures différentes. On a des Ford Focus 1,8 litre, des Renault Mégane 1,6 litre, des Saab, des Volvo. Et oui, vous allez voir que dans cette vidéo, on n'est pas au PMU. Si je vous avance une information, je vous donne toutes les études associées à ça et vous retrouverez tout ça dans la description. Un autre intérêt aussi, c'est l'augmentation de la puissance et du couple par rapport à l'essence. Et ça vient de l'indice d'octane qui est plus élevé pour l'éthanol que pour l'essence. Entre 100 et 106 pour le 85, contre 95 pour du samplon 95, 98 pour du samplon 98. Je vous mets en lien cette étude qui montre que l'ajout d'éthanol dans le samplon augmente le couple moteur, la puissance, la consommation et réduit les émissions de monoxyde de carbone, d'oxyde d'azote et d'hydrocarbures. Et celle-ci aussi où ils ont testé du samplon 95, du E85 et du butanol pur sur une Saab 9.5 2,3 litres turbo. Ils ont mesuré ça au banc d'essai, elle fait 134 kW de puissance et 377 Nm de couple au samplon 95, contre 141 kW et 413 Nm de couple à l'E85. Ça fait donc 191 chevaux contre 182, donc 5% de puissance supplémentaire et 10% de couple en plus. Donc c'est bien prouvé scientifiquement. Mais du coup, c'est quoi les inconvénients de rouler à l'E85 ? Parce qu'évidemment, dans notre monde, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, tout n'est que compromis. Et le gros défaut de l'éthanol, c'est que lorsqu'on le brûle, il produit 38% d'énergie en moins que l'essence. Ce qu'on appelle le pouvoir calorifique, donné en mégajoules par kilo ou en mégajoules par litre. Il est de 29,7 mégajoules par kilo pour de l'éthanol pur, contre 47,8 mégajoules par kilo pour de l'essence pure. Et pour vous, j'ai fait le petit calcul entre l'E85 et le 10, et ça nous donne un écart de 29% entre les deux. Ça veut dire que pour que votre moteur il tourne aussi bien à l'E85 qu'à l'E10, on doit injecter cette quantité d'éthanol supplémentaire, c'est 29%. Et par conséquent, on va plus consommer.
Sur les divers sites internet que j'ai pu voir, ils disent entre 20 et 30% de consommation en plus. Mais on verra si c'est des conneries ou pas grâce à mes mesures de consommation plus tard dans la vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin. Ce qui amène donc au deuxième inconvénient, on ne peut pas rouler 100% à l'E85 sur une voiture qui n'a pas été prévue pour ça à la base. Et oui, parce qu'en sortie d'usine, le moteur il va être prévu pour un intervalle de taux d'éthanol entre 5 et 15% par exemple, mais sans modification, on n'aura pas ces plus 29% qui nous manquent. Et par conséquent, en full E85, on va avoir un moteur qui tourne trop pauvre. C'est-à-dire que son rapport air-carburant, il sera pas optimal. Et ça a des conséquences du coup. Il va marchoter, il va tousser, il aura un mauvais rendement, il tiendra mal le ralenti, il prendra mal les tours, il surconsommera, il polluera aussi un peu plus, vu que la combustion elle sera pas complète. Et aussi, il va galérer à démarrer, surtout en hiver. Mais tous ces symptômes, bien sûr, c'est au cas par cas en fonction des moteurs et du taux d'éthanol exact présent dans l'essence. En plus de la partie injection, on a aussi l'avance à l'allumage à modifier si on veut faire les choses vraiment au poil. Et ça a été mis en évidence dans cette étude que je vous invite à lire. Ils ont mis de l'E85, ils ont testé plusieurs avances à l'allumage, et rajouter 4 degrés d'avance entraîne une augmentation du couple et de la puissance sans impact notable sur les émissions. A contrario, réduire l'avance entraîne une combustion plus pauvre, plus d'émissions et plus de consommation. J'avais déjà vu ces plus 4 degrés d'avance à l'allumage traîner dans des forums, mais sans aucune source évidemment, et maintenant on sait pourquoi. Mais avant de voir quelles sont les solutions pour rouler à l'E85 efficacement, je voulais parler de quelques idées reçues. Quand on discute de passage à l'éthanol avec des gens autour de nous, ils nous citent toujours plein de risques, et quand on leur demande d'approfondir et d'expliquer d'où ils sortent ça, et c'est Jackie qui lui a dit ça, mais non mais c'est le pote de Marco là, son taf, on lui a dit ça, enfin bref, ça va jamais au-delà du simple témoignage. Personnellement, j'ai beaucoup entendu dire ouais l'éthanol ça risque d'abîmer le moteur, et pourtant je n'ai trouvé aucune étude scientifique qui va dans ce sens-là. Les études où les gars ils font tourner un moteur à l'éthanol qui a été soit reprogrammé, soit équipé d'un boîtier pour mesurer les émissions, la température des gaz d'échappement, etc. Ils rapportent jamais aucun dégât au moteur. Comme celle-ci par exemple où ils font tourner une Twingo 1,2 litre reprogrammée éthanol sur un banc. Ils mesurent la puissance, le couple, le lambda, etc. Je vous laisse aller voir, elle est super cool. Il n'y a aucun problème moteur. Et ça c'est le cas avec cette étude, mais avec toutes les autres que j'ai lues. J'ai aussi beaucoup entendu dire que l'E85 allait bouffer les joints, les durites, etc. Et par chance, les papiers scientifiques sur le sujet ne manquent pas. Celui-ci il est vraiment génial parce qu'ils font des éprouvettes en différents caoutchoucs qui composent les joints qu'on retrouve dans l'automobile. Ils les ont laissés tremper dans de l'E10 et dans de l'E85 à différentes températures, mais aussi dans du gasoil B10 et du biogasoil, mais bon ça nous intéresse un peu moins, et ils ont mesuré la variation de pas mal de propriétés mécaniques de ces joints. Enfin bref, c'est assez complexe, mais je vous invite à aller la voir comme toutes les autres, mais ce qu'il faut retenir c'est que les propriétés, elles varient beaucoup plus à 70 degrés qu'à 20-40 degrés. Donc ça se passe beaucoup moins côté réservoir, pompe à carburant, durite, etc., mais beaucoup plus côté où ça chauffe, donc côté rampe d'injection, injecteur, etc. Et aussi on apprend que le biogasoil B10 est plus agressif que le 85. Et pourtant, j'ai jamais entendu de gens se plaindre que le B10 que l'on retrouve à toutes les pompes boufferait leurs joints sur leur berlingot 1,9 litre quoi. Jamais entendu ça. Et les caoutchoucs qui résistent le mieux sont les FKM et les FVMQ, donc tous deux des caoutchoucs de la famille des fluoélastomères, donc c'est des caoutchoucs qui possèdent du fluor à l'intérieur. Bon, j'ai pas réussi à trouver la date exacte de l'utilisation massive dans l'automobile, mais ça a été introduit fin des années 50, ça a été hyper amélioré au fil des années, et maintenant c'est utilisé en grande quantité dans l'automobile, justement pour leurs propriétés qui ont été démontrées dans ces études. Donc je pense que cette idée reçue, elle vient de témoignages de gens qui ont mis de l'E85 dans une vieille voiture qui avait des vieux joints, par exemple en polyuréthane, en chlorophène ou en polyamide, qui a eu des problèmes, qu'il a raconté ça à son pote, et puis ça s'est propagé comme une épidémie de gastro. Puis voilà, il y a plein de gens, on leur dit des trucs, ils vont pas vérifier les sources, ça fait téléphone arabe, et puis ça se propage comme ça quoi. Et ultime idée reçue, sinon on n'en finira jamais, c'est que l'éthanol détériore l'huile moteur. Dû à sa haute température d'ébullition, l'E85 s'enflamme moins bien que l'essence, et les restes imbrûlés auraient donc plus tendance à se dissoudre dans l'huile. En plus de ça, l'éthanol attire l'eau, il est plus hydrophile, on retrouverait donc encore plus d'eau dissoute dans l'huile. Mais n'écoutons pas Stéphane, notre voisin bricolo, qui est quand même bien sympa, mais allons voir ce que disent les études. Ici, ils ont pris une Dodge Dakota V8 4,7 litres. Ils lui ont fait faire des cycles de roulage pour simuler la vraie vie, donc des cycles de 4,8 km de roulage, 3 fois, avec 4 heures de pause à chaque fois, et tout ça pendant 6 mois. Ils ont utilisé de l'E10 et de l'E85, et tout ça avec plusieurs huiles différentes. Au bilan, oui, l'E85 augmente le risque de la concentration d'eau dans l'huile. Oui, en E85, on peut retrouver une forte présence d'éthanol dans l'huile quand on roule comme un bourrin. Cependant, à ces concentrations d'éthanol et d'eau, aucun problème moteur ou de conduite n'a été constaté. Et dès lors que la température extérieure remonte, les taux d'éthanol et d'eau dans l'huile redescendent rapidement aux niveaux normaux.
De plus, l'utilisation du E85 n'entraîne pas plus de rouille au niveau distribution du moteur que le 10 quand il est utilisé avec de l'huile moderne. Bref, mettez de la bonne huile, de l'huile récente, continuez au vidange comme vous le faites, et tout se passera bien. Allez, c'en est fini avec les études, on passe au concret. L'unique solution légale est de faire installer un boîtier éthanol homologué par un garagiste agréé. S'ensuit après un changement de la cannerise dans le but de modifier le type de carburant qui est renseigné dessus. L'avantage c'est simple, c'est que c'est la seule façon légale de le faire. L'inconvénient c'est que c'est assez cher, ça coûte entre 700 et 1600 euros, même si on peut avoir des aides en fonction de notre région de quelques centaines d'euros. L'autre inconvénient c'est que la solution est éligible uniquement pour les véhicules d'après 2000, sans doute dans le but de ne pas s'emmerder avec de la vieille mécanique à faire du cas par cas, et aussi toujours dans le but de rajeunir le parc automobile français. Donc c'était d'office mort pour moi qui voulait convertir ma vieille mémère. En solution pas légale, on va en avoir deux. La première c'est la reprogrammation du calculateur de la voiture. L'avantage c'est que ça ne se voit pas visuellement et aussi on peut en profiter pour booster un peu la puissance de sa voiture, mais là on est dans une toute nouvelle illégalité. L'inconvénient c'est que c'est pas tellement donné, c'est entre 400 et 600 euros, et c'est compatible qu'avec les voitures modernes qui ont un calculateur récent sur lequel on peut se brancher en OBD2. Et aussi que contrairement à un boîtier, ça ne rajoute pas de sonde d'éthanol, donc impossible de pouvoir rouler en flex fuel, c'est-à-dire avec un niveau d'éthanol dans un réservoir qui varie, vu qu'à la pompe, le taux fluctue toujours. Par exemple, en hiver, ils vont baisser le taux d'éthanol de 85% à 60-70% dans le 85. Et aussi, si jamais vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de station d'éthanol, prenez de l'essence et puis basta quoi. Et aussi, contrairement à un boîtier que l'on peut juste débrancher, la reprogrammation n'est pas réversible en soi, il faudrait retourner là où on a fait reprogrammer pour faire reprogrammer. Donc c'est quand même pas facile. Et du coup, moi je me suis tourné vers la troisième technique, l'installation d'un kit éthanol non homologué moi-même. Alors on en trouve de toutes sortes et à tout prix, et justement je voulais éviter un mauvais kit bas de gamme comme avait pu tester Goodwin sur sa chaîne. Il lui avait coûté 130 € et il y avait 10 balles de composants bas de gamme à l'intérieur, installés sur une carte, même pas prévu pour l'automobile, pas tropicalisé, pas protégé. Moi j'ai pris un tout autre boîtier que je vous présente tout de suite. Je suis parti sur un boîtier de chez eFlex Fuel. Alors pourquoi cette marque ? Parce qu'ils jouent dans les deux camps. À la fois, ils installent des kits homologués avec leur réseau d'installateurs, et aussi, ils vendent des boîtiers comme ça directement, et apparemment, ce sont les mêmes que ceux homologués. Alors avant toute autre présentation, sachez que ce n'est pas sponsorisé, je n'ai pas été payé pour présenter ce boîtier, je ne l'ai pas reçu gratuitement, je l'ai payé de ma poche 550 € à l'époque. Donc oui, 550 € c'est pas donné, mais c'est à peu près le tarif pour les boîtiers haut de gamme. Pourquoi haut de gamme ? Parce que déjà, le boîtier est dans une vraie boîte étanche IP68 avec de l'électronique de qualité. C'est aussi un vrai boîtier flex fuel puisqu'on a une sonde que l'on va mettre sur son arrivée de carburant et qui va lire en temps réel le taux d'éthanol dans l'essence. Donc les réglages vont pouvoir s'adapter en temps réel en fonction de l'éthanol. On a aussi une sonde de température à placer au plus près de son rail d'injection pour connaître la température du carburant qui rentre dans les cylindres. C'est un boîtier Bluetooth. On a donc une application fournie par le constructeur pour se connecter dessus. On va pouvoir voir le taux d'éthanol en live et d'autres infos, faire des réglages de puissance et aussi voir les éventuels codes défauts. Tout ça avec du matos de qualité, des vrais connecteurs étanches, des câbles de bonne qualité, un bout de durite, des raccords, des colliers, un vrai manuel, vraiment nickel. On est très loin de la qualité des kits à 200 balles et c'est ça que je voulais. Plus qu'à installer ça sur ma bagnole et calculer la rentabilité. La voiture que j'ai convertie, c'est ma fidèle Ford Prop de 1995, moteur 2 litres et 115 chevaux, injection indirecte et très peu de chevaux pour sa cylindrée. Au moment où j'ai fait l'installation, c'était en août 2022, elle avait 92 247 km, donc quasiment rien pour un moteur pareil. C'est ma daily, donc c'était sur elle que je voulais faire les économies. Pour l'instant, je roule à l'E10 sans aucun problème, même si ça m'est arrivé de mettre autre chose de temps en temps. D'après la doc, elle est faite pour du sans plomb avec un indice d'octane de 87 minimum. J'ai mesuré toutes les consommations que j'ai faites avec avant le passage à l'éthanol sur 1 an et demi. Je suis en moyenne à 8 litres au 100 avec 7,95 en E10, 8,15 en sans plomb 95 et 8,02 en sans plomb 98. Les deux dernières valeurs sont à prendre avec des pincettes puisque j'ai très peu de mesures avec ces carburants-là. Et si vous vous demandez comment je mesure la consommation, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Mais en gros, je fais toujours le plein jusqu'au déclenchement du pistolet en mettant systématiquement le compteur à 0. Du coup, je sais exactement combien de litres j'ai consommé pour la valeur affichée sur le compteur à chaque plein. Et je note tout ça sur ce Excel pour tous mes véhicules. Bon, ça va de soi, mais installer ça sur une bagnole qui est saine, qui a une sonde lambda qui marche bien, qui a des bougies qui sont quasiment neuves, au pire vous pouvez même les changer, ça coûte pas grand chose. C'est du bon sens, mais je préfère quand même le préciser. Et allez, c'est parti pour installer ce boîtier.
Allez, on déballe le kit, vous allez voir, l'installation est très facile, à la portée de tous. On a un manuel d'installation en français et en outil on aura besoin d'un multimètre et des outils de base pour déconnecter la ligne de carburant, donc le tournevis, etc. On ouvre le bouchon de réservoir pour libérer la pression. On commence par installer le capteur d'éthanol, il faut qu'il soit en série sur le circuit d'essence, que ce soit sur l'arrivée ou sur le retour, ça n'a pas d'importance. J'ai commencé à faire un peu de place en retirant la boîte à air parce que la conduite elle passe juste derrière. Je repère la durite d'essence, elle part du filtre à essence et rejoint la rampe d'injection. Je retire la durite d'origine dans le but de la remplacer par la neuve fournie dans le kit, comme ça si jamais j'ai toujours ma durite d'origine, si j'ai besoin de la remettre. Côté rampe et côté filtre. Sur la nouvelle durite, j'ai installé les 2 raccords rapides fournis par le kit. Plus qu'à réinstaller ça sur la voiture, on a tellement d'espace pour travailler sur une probe, c'est vraiment un pur plaisir. Et une fois les durites installées, on n'a plus qu'à plugger la sonde d'éthanol et ça va nickel. En plus, elle sera cachée par la boîte à air une fois remontée, donc ça sera pas plus mal. Maintenant, on va monter le câblage des injecteurs. Alors d'origine, chaque injecteur est branché à un connecteur. Et bah là, on va monter le kit en série sur ces connecteurs. C'est-à-dire qu'on va brancher chaque connecteur à un fil du kit qui va aller jusqu'au boîtier et qui va revenir sur l'injecteur. J'ai oublié de préciser, mais quand vous achetez le boîtier, vous renseignez votre véhicule et il vous donne le kit avec les connecteurs qui correspondent aux injecteurs de votre voiture. Et le bon nombre en fonction du nombre de cylindres que vous avez. Là, il y a une petite manip à faire, il faut vérifier la polarité de nos injecteurs, d'où l'utilisation du multimètre. Et oui, parce que justement dans le kit, les connecteurs sont pas câblés côté injecteur pour pouvoir le faire nous-mêmes avec la bonne polarité. Parce que la polarité, en fait, elle varie d'une voiture à une autre. Une des 2 cosses est reliée à la masse, donc n'importe quelle pièce métallique de la voiture, et l'autre aux 12 volts. Quand vous avez repéré laquelle est laquelle, et vous câblez vos connecteurs pour que la masse soit en face du fil noir et coloré du kit. Une fois fait, on branche tous les connecteurs en série, il n'y a pas d'ordre au niveau des cylindres. Après, on vient fixer la sonde de température au plus près de la rampe d'injection pour mesurer la température du carburant le mieux possible. Donc ça c'est vraiment cool parce que sur les kits bas de gamme, des fois on a une sonde de température mais qui est dans le boîtier. Et donc le boîtier en principe il est assez éloigné du carburant, donc on n'a pas une mesure de la température vraiment idéale. On fixe aussi la masse à un point de masse. On trouve un endroit cool pour le boîtier éthanol, loin des pièces chaudes et en mouvement et loin des bobines haute tension. Et après on connecte le faisceau au boîtier et au capteur. Hop, on fait un peu de cable management pour mettre tout ça au propre, avec des riselants, etc. Et voilà, la conversion est effectuée. Maintenant, plus qu'à démarrer la voiture et voir ce que ça fait. Hop, on insiste un peu le temps que l'essence arrive, et ça craque nickel. Le moteur il tourne comme une horloge, aucune différence par rapport à avant. Je lance directement l'application sur le téléphone, elle se connecte en Bluetooth, et on a toutes les infos. On voit que le régime moteur est stable, que l'on tourne bien sur les 4 cylindres sans erreur, que la température de la sonde mesure 20 degrés, et surtout que l'on a 10% d'éthanol. Mais ça c'est pas moi qui l'ai renseigné, mais bien le capteur qui le lit en temps réel. Et pour le coup c'est vrai parce que mon réservoir est rempli de 10. Alors rempli, faudra penser à refaire le plein quand même. On peut aussi paramétrer le mode de conduite, j'ai testé dynamique mais je suis resté en économie le reste de l'année. On peut aussi régler l'aide au démarrage à froid si on a des difficultés. Et voilà, plus qu'à aller faire le plein de 85 maintenant. Oui, c'était une vidéo que je vous avais fait en story sur Insta et TikTok. J'en parle jamais assez, mais venez vous abonner pour avoir des nouvelles fraîches, d'où le tarif de l'E85 à la pompe qui date de cette époque-là. Pendant cette année de roulage en full E85, tout s'est super bien passé, vraiment je n'ai eu aucun problème. J'ai senti qu'il y avait un petit gain de puissance, mais bon c'est vraiment du ressenti, je l'ai pas passé au banc pour vérifier ça. Tout s'est très bien passé, elle a très bien démarré, même à froid, même par moins 5 degrés, il n'y avait aucun problème, vraiment quart de tour, elle démarrait nickel. J'ai dû passer ma probe au contrôle technique, alors je me suis amusé à laisser le kit histoire de voir les défauts qu'on peut avoir. Du coup j'ai eu état de présentation du véhicule, non-concordance de l'énergie avec le document d'identification. Ça c'est évident. Feu de croisement, ça, les phares, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Émissions gazeuses, les émissions gazeuses dépassent le niveau réglementaire en l'absence de valeur constructeur. Et le coefficient lambda hors tolérance ou non conforme par rapport aux spécifications constructeurs. Bon, les 2 derniers trucs des émissions gazeuses, là ça n'a pas vraiment de rapport avec le kit éthanol, ça vient d'autre chose, peut-être que certains d'entre vous arriveront à deviner. Enfin bref. J'ai attendu que le réservoir soit vide, j'ai fait le plein avec de l'E10, j'ai débranché le boîtier, rebranché les injecteurs en direct, et c'est passé comme une lettre à la poste. Enfin bref, je suis vraiment très heureux de ce boîtier, vraiment super fiable, facile à installer, aucune panne, rien du tout, vraiment trop cool. Mais est-ce que ça a été rentable? C'est la question à laquelle on va répondre tout de suite.
Sur un an, j'ai fait un total de 12 pleins étalés sur 4028 km. Et oui, je suis pas un gros rouleur, et ça c'est l'avantage d'être un youtubeur et de bosser à la maison. Et ça c'est sans mentir, parce que si on compare les valeurs des compteurs avant et après, on est bon. Il y a peut-être un plein que j'ai oublié de mesurer. Sur cette année, j'ai eu une consommation moyenne de 10 litres au 100. On peut maintenant comparer avec les valeurs avant le passage à l'E85, qui s'est allé sur un an et demi, comme je vous avais dit. L'avantage, c'est que mon style de vie était le même, alors mes trajets sont tout à fait comparables. En E10, je consommais 7,95 litres au 100, ce qui fait une augmentation de 26% de consommation. Ce qui, du coup, est totalement cohérent avec les plus 20, plus 30% attendus, même si on voit qu'on est quand même sur la fourchette haute. J'ai vu certains sites annoncer plus 15%, là c'est plus 26%, donc voilà. Dans mon cas, bien sûr. Alors, rentable ou non, et pour bien faire, ce que j'aurais dû faire, c'est qu'à chaque fois que je prenais de l'essence, j'aurais dû noter le tarif de l'E10 et de l'E85 à chaque fois, pour pouvoir vraiment faire une vraie analyse dans le temps, le noter dans mon Excel, même combien j'avais payé, etc. C'est pas ce que j'ai fait, alors du coup on va prendre des valeurs moyennes sur l'année passée. D'après l'INSEE, le prix moyen de l'E10 de juin 2022 à 2023 est de 1,79€. Et pour l'E85, j'ai trouvé un autre site qui nous donne une moyenne de 94 centimes entre mai 2022 et mai 2023. Donc d'après mes consommations, ça me coûte 9,46€ pour rouler 100 bornes en E85 contre 14,22€ en E10. Si on rapporte ça sur les 4000 bornes et quelques que j'ai parcouru sur cette période, j'ai économisé 192€. Si on dit que j'installe le boîtier aujourd'hui et qu'on prend les tarifs actuels des carburants, qui sont de 1,83€ pour le 10 et 1,02€ pour le 85, il faudrait rouler 11 691 km pour rembourser entièrement le boîtier et commencer à faire des réelles économies. Donc ça peut se faire vite pour un gros rouleur, mais ça peut prendre un peu plus de temps pour un petit rouleur comme moi. Dans mon cas, et à ce rythme, j'aurais remboursé mon boîtier d'ici 1 an et demi supplémentaire. Mais l'avantage, c'est que si je revends ma voiture, soit je laisse le boîtier, ce qui augmente sa valeur à la revente, ou soit je l'enlève et je le transfère sur ma nouvelle voiture. Bien sûr, tous ces chiffres de consommation, ce sont les miens, avec ma façon de conduire et avec mon véhicule, donc ils vont forcément varier. Comme vous avez pu le voir, les économies, elles vont dépendre de cette consommation-là, elles vont dépendre du boîtier, de son prix, du prix des carburants en question et aussi de l'évolution des prix dans le temps. Bien sûr, je vous rappelle que l'utilisation de ce boîtier sur route ouverte n'est pas légale. Si vous tentez l'expérience, ça vous regarde vous, mais moi je ne serai pas tenu responsable de tout ça. Moi, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous donner un maximum d'informations. Je trouvais que personnellement, j'avais fait les choses assez bien, assez carré, que j'avais pu suivre tout ça dans un Excel pour pouvoir vous donner un vrai retour sur un an concrètement, si c'était rentable ou non dans mon cas. Donc si cette vidéo vous a été utile, que vous avez eu de l'information que vous jugez pertinente, je vous invite à vous abonner pour me remercier. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Bricolage c'est cool. Vraiment, c'est gratuit pour vous, c'est juste un clic et pour moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et bricolez bien.